Alors bonjour Monsieur Mizrahi, on vous reçoit aujourd'hui pour parler, pour faire un retour un retour critique sur les événements mondiaux qui se sont passés pendant la pandémie du Covid et pour essayer d'avoir une analyse critique peut-être des réactions des populations, des gouvernements, des structures sanitaires de chaque pays. Et puis on va voir avec vous si nos réactions étaient tout à fait justifiées. Alors je vous laisse s'il vous plaît Monsieur Mizrahi vous présenter et nous dire en quelle qualité vous allez critiquer ce qui s'est passé pendant le Covid, pendant la pandémie. Bonjour, bonjour à vous. Bonjour, donc je m'appelle Jean Mizrahi, je suis chef d'entreprise et enseignant également un petit peu. Euh, j'ai un- une formation scientifique. J'ai été haut fonctionnaire pendant quelques années. J'ai été dans le secteur financier quelques années. J'ai créé une première entreprise et puis en 2007 une deuxième. J'avais 48 ans et c'est devenu un D'accord. groupe plus important. Voilà. Et il se trouve que ce groupe était, enfin il est toujours d'ailleurs. Très investi dans le secteur du cinéma. Et D'accord. donc, évidemment, la crise sanitaire, le Covid, a eu un impact absolument dévastateur. Euh, Parce que on n'était pas des salles de cinéma, donc on n'a pas été aidés comme les salles de cinéma, on était des prestataires. Donc la vie a été très dure. Il se trouve que j'ai attrapé également le virus à peu près au moment où on a confiné. D'accord. Et j'ai passé 2 mois assez terribles, à la fois à devoir piloter un groupe qui était en difficulté et en étant assez fatigué en fait. Donc, Ouais. euh, donc évidemment, le Covid a été pour moi un sujet majeur parce que c'était une question de survie pour l'ensemble des salariés du groupe. Il y avait quand même 700 salariés, donc avec autant de familles derrière. D'accord. Donc c'était un enjeu. Voilà. Voilà, si vous voulez, alors j'ai pas de légitimité ni médicale ni technique. C'est-à-dire, je suis pas virologue, je suis pas épidémiologiste. Donc moi, je suis un observateur extérieur, mais qui a observé de très près quand même, parce que comme on était un peu tous bloqués pendant 2 mois à la maison, et puis ensuite et ensuite quand même, on a eu des périodes un petit peu complexes à partir de novembre 2020. Ouais. Du coup, j'ai regardé de très très près tout ce qui est données statistiques, et puis j'ai lu. Ma formation scientifique fait que j'arrive à lire des documents un peu techniques, même dans le domaine biologique. Donc j'ai regardé vraiment de manière très approfondie. Je suis beaucoup investi. J'ai pas mal écrit sur le sujet. Et du coup, ça m'a permis de faire un petit peu, de mon point de vue, le tour de la question, Ouais. pour avoir un point de vue en tout cas. Évidemment, je prétends pas avoir un point de vue qui est définitif. Euh, pour dire, moi, le premier contact avec ce phénomène, on va dire, ça a été en janvier 2020, donc bien avant D'accord. qu'on en parle de manière un petit peu systématique ici en Europe. Il se trouve que comme j'opérais dans le secteur du cinéma et que j'avais des discussions en Chine, j'ai regardé un petit peu ce qui se passait en Asie. Alors, il y avait la Chine, et puis j'ai vu que les choses commençaient à dériver sur la Corée du Sud. C'est-à-dire que la Corée du Sud a commencé à fermer quelques cinémas. Et là, ça a un peu teinté à mon oreille. Et donc, je me souviens très précisément, parce que c'était le 30 janvier, j'ai envoyé un mail à mon comité de direction pour dire, attention, il va se passer quelque chose, il faut qu'on se prépare. D'accord. Il faut qu'on se prépare parce que ça restera pas là-bas. Ça va venir jusqu'ici. Visiblement, les cinémas ferment, ce qui veut dire qu'il n'est pas exclu que dans nos contrées, il y ait la même tentation. Et évidemment, voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc, on s'est préparé. Ça n'a pas été suffisant parce que ça a été une vague de fond tellement puissante que ça nous a vraiment fait vaciller. On en est finalement sorti, mais ça a été une période très compliquée. Euh, voilà, pour dire. Alors, il y a plein de sujets à aborder sur cette période. Il y a, Ouais. il y a la Peut-être. façon dont les gens ont. Ouais. Ouais.
Peut-être je peux vous lancer. Oui, effectivement, vous avez raison. Il y a plein de sujets. La réalité de la dangerosité du virus, en tout cas la réalité mathématique, parce que vous n'êtes pas virologue, vous nous l'avez dit. Et puis également la pertinence des réactions. Et peut-être que je peux commencer par à mettre les pieds dans le plat par une question que tout le monde se pose, une question un peu grossière qui va vous permettre de développer. Tout simplement de se dire, est-ce que finalement ce virus, est-ce que la Covid-19, c'était une grosse grippe? Alors, c'était probablement pas une grosse grippe, euh, c'est-à-dire que la nature du virus est différente, mais néanmoins, je dirais que l'amplitude était de l'ordre d'une très grosse grippe. D'ailleurs, je crois que c'est début de 2021, j'ai fait une petite étude parce que j'ai retrouvé les données qui sont disponibles dans un des journaux de l'Institut national démographique INED sur la grippe de 1968-69, je crois qu'on appelait la grippe de Hong Kong, D'accord. avec la mortalité par tranche d'âge. Alors, ce qui était très intéressant, c'est qu'à l'époque, ils avaient fait une étude sur la mortalité par tranche d'âge. Et j'ai travaillé sur l'évolution de la pyramide des âges, parce qu'évidemment, en 68-69, si vous voulez, quelqu'un de 80 ans, c'était un centenaire d'aujourd'hui. C'est-à-dire Ouais. qu'on s'en rend pas compte aujourd'hui, mais le vieillissement de la population a été massif. Et il y a une distorsion majeure de la pyramide des âges qui s'est opérée entre cette période et aujourd'hui, donc en l'espace de 50 ans, qui a fait que les personnes plus âgées sont devenues beaucoup plus nombreuses. Et donc, quand on appliquait la mortalité de la grippe de Hong Kong à la population de 2020, 2021, donc j'avais pris la mortalité de 2020-2021. Et j'étais arrivé à la conclusion que si le coronavirus était arrivé en 1968, il y aurait eu le même nombre de morts que la grippe de Hong Kong. D'accord. Et à Et l'époque, au niveau de... ce qui est intéressant, c'est que la grippe de Hong Kong n'a pas du tout conduit à cette disruption massive. Alors, les gens s'en souviennent. Moi, j'ai demandé à ma mère, qui est encore vivante, qui a 92 ans, qui s'occupait d'enfants à l'époque dans une crèche. Et elle se souvient que tout le monde était malade et qu'elle s'est retrouvée seule avec un tas de gamins. Donc, c'est resté dans la mémoire, mais ça n'a pas Ouais, été le traumatisme qu'a été le Covid, dans la mesure où la réaction de la société n'a pas du tout été la même. Ça a été une réaction d'adaptation normale à une maladie, et pas du tout une réaction de blocage et d'hystérie collective, parce que je crois qu'il n'y a pas d'autre mot en fait, qu'on peut utiliser, cette folie collective sur cette affaire. Surtout maintenant qu'on a le recul, c'est-à-dire que et et pour être très honnête, le recul on l'a eu assez tôt, c'est-à-dire que moi j'ai commencé à regarder. Alors on a une grande chance en France, c'est qu'on ait bien les statistiques, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de données. Le ministère de la Santé recueille beaucoup de données statistiques. Alors, les met pas toujours à disposition du public. Parfois, même les retire. On l'a vu avec le Covid. Il y a un certain nombre de données qui ont disparu. Enfin, en tout cas, qui ne sont pas disparues, mais qui ne sont plus accessibles. Et je pense qu'on y reviendra, mais je pense qu'il y a un vrai sujet sur la manière dont le pouvoir au sens large, pas seulement qu'en France, refuse de regarder les choses telles qu'elles sont et de faire amende honorable. Euh, mais très tôt, en fait, on a su que la mortalité touchait des gens âgés et des gens qui étaient dans des situations de santé fragile, qu'on appelait la comorbidité. Mais quand on regarde, et ça j'ai regardé de manière très 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 régulière, l'évolution de la mortalité par âge, en fait, c'est resté très stable pendant toute la période et j'ai pas regardé depuis un an, mais je pense que c'est resté la même chose, c'est-à-dire que la moyenne d'âge des gens qui mouraient, c'était 81 ans. Euh, et je me souviens d'ailleurs des aberrations qui ont pu se dire à l'époque, avec à un moment des gens qui disaient c'est très dangereux, la moyenne d'âge est en train de baisser. Donc je me suis dit tiens, c'est bizarre. Je suis allé regarder mes statistiques. C'est pas du tout le cas. Il y avait une très légère inflexion. On était peut-être descendu de 6 mois en moyenne d'âge, mais certainement pas. Voilà. Donc en fait, on est dans un virus qui est comme la grippe, touche des personnes qui sont des personnes âgées et fragiles. Euh, c'est probablement un virus un peu retors, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même quelques effets secondaires qu'on ne trouve pas avec la grippe. Il y a eu tous ces problèmes qui sont liés à des problèmes sanguins, à des problèmes d'odorat
qu'on trouve moins avec d'autres virus. Donc c'était probablement plus inquiétant. Mais je crois que surtout ce qui a inquiété, c'est la réaction chinoise. C'est-à-dire que il y a eu un phénomène. Moi, mon interprétation, c'est que le pouvoir en Chine a décidé de serrer la vis et que c'était un moyen idéal pour serrer la vis, c'est-à-dire de mettre tout le monde sous pression, de manière à ce que, parce que le pays était en train le pays s'enrichit, c'est une réalité, et donc quand on s'enrichit, on a envie d'un petit peu plus de liberté. Et je pense que c'est compliqué de gérer un milliard et demi d'habitants, et que ça devenait probablement un petit peu compliqué, et donc ils ont voulu serrer la vis. Et je crois qu'on s'est laissé intoxiquer. Je pense que globalement, le monde s'est laissé intoxiquer par une hyper-réaction chinoise qui avait peut-être d'autres motivations. Je dis peut-être, parce que je peux pas évidemment pas l'affirmer de manière certaine, mais je ne m'explique pas que le monde ait réagi d'une telle manière. C'est-à-dire que une fois qu'on regardait les chiffres, euh, on, on pouvait plus rester dans cette situation que je dirais imbécile de réaction totalement instinctive et apeurée qui consiste à plus réfléchir. Parce que globalement, moi, ce que je constate, c'est qu'on est entré dans une phase d'absence totale de réflexion. Donc, si vous voulez, les 2 premiers mois, quand on a été confiné de manière assez abrupte en mars 2020, je pense tout le monde était inquiet. Personne ne savait vraiment ce qui se passait. On n'avait pas vraiment de données. Je pense que en étudiant un peu plus sérieusement, je suis persuadé que au niveau de l'État, on avait les moyens de savoir. Je pense qu'ils n'ont pas fait le boulot et que peut-être que ça les arrangeait également. Euh, mais au bout des 2 mois, on avait des données. C'est-à-dire que c'était fini. On pouvait plus raconter n'importe quoi. Il y avait des statistiques. On savait beaucoup de choses. Et ce que moi je m'explique pas, c'est qu'on ait continué dans cette folie. C'est-à-dire que qu'on soit fou pendant 2 mois, ok. Ça, je peux le comprendre. Phénomène collectif, un virus qu'on connaît pas, on sait pas ce que c'est. Bon. Mais il y a un moment où on dit bon, on n'est plus dans une situation, c'est pas la peste noire. C'est pas la grippe espagnole qui touchait des gens très jeunes. Là, les gens très jeunes, effectivement, ils étaient peut-être malades. Il y en a qui étaient plus malades que d'autres. Mais quand on regarde les courbes de mortalité, à moins de 50 ans, c'est très négligeable. Donc, on n'est pas du tout dans la situation des grandes épidémies qui ont fait des ravages en Europe et un peu partout dans le monde. Et pourtant, la réaction a été celle d'une population face à une épidémie tragique. Et ça, je pense que ça en dit long sur notre société. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est le regard qu'on doit avoir sur nous-mêmes. Justement, c'était ma question. Au niveau rationnel, vous nous indiquez que on peut difficilement comprendre en fait l'hystérie collective dans laquelle on a sombré au niveau sanitaire et puis au niveau de la restriction de nos libertés. Mais du coup, si vous deviez donner 2 ou 3 éléments, à quoi est due cette hystérie collective? Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, expliquer cette peur en fait qui a pris qui a pris toutes les populations et tous les gouvernements occidentaux? Est-ce qu'il y a des raisons politiques? Est-ce qu'il y a des raisons démographiques peut-être? Voilà. Alors, je suis persuadé qu'il y a une raison démographique. Comme je Hmm. disais tout à l'heure, la pyramide des âges a considérablement évolué. Et donc, il est évident qu'aujourd'hui, les populations plus âgées ont un poids démographique plus important. Donc, ils votent plus que les jeunes. Donc, ils sont devenus beaucoup plus importants en termes de cible électorale et donc de personnes à choyer. Ouais. Il faut pas oublier que Emmanuel Macron est élu par les vieux, hein. C'est-à-dire dont je fais partie, donc je n'ai pas, j'ai 65 ans. Ça y est, je suis dans la case. Je me rapproche dangereusement de cette période-là. Je l'accepte, mais on est dans un monde en plus qui refuse la mort. Donc il y a un double phénomène. Il y a le vieillissement de la population et il y a une crispation au sujet de la mort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la mort, on le voit avec toutes les tentatives des GAFAM de développer des concepts de vie éternelle. On est dans des sociétés où on n'accepte plus de mourir. On n'accepte Ouais. plus de mourir. C'est quelque chose qui est devenu, pour moi, le plus savoureux. Je me souviens
d'un plateau de télévision où un gars de 80 ans dit, mais moi, de toute façon, je comprends pas, moi, j'ai encore toute la vie devant moi. Ce qui est, Ouais, alors, je le comprends, c'est-à-dire que chacun a son échelle de temps. Et voilà, ouais, enfin, moi, je vais pas dire ça, je vais dire 65 ans, j'ai vécu 65 ans, je sais que je vais pas dire 65 ans. Donc c'est comme ça, il ouais. faut l'accepter, et il y a un moment, et on est dans des sociétés qui ne l'acceptent plus. C'est-à-dire qu'ils sont, aujourd'hui, on est dans un blocage qui fait que plus les gens vieillissent, plus ils ont du mal à accepter que c'est bientôt la fin. Ouais, est-ce Alors que ça qu'on devrait être peut... l'inverse. Alors que ça devrait être l'inverse. Le scandale, c'est que des jeunes meurent. Le Ouais, scandale, c'est qu'on enferme des jeunes. Pour moi, toute cette affaire de Covid, une fois qu'on avait les statistiques, hein, je veux dire, avant, on ne savait pas, ok, très bien. Mais une fois qu'on avait les données, pour moi, le plus grand scandale de cette affaire, c'est deux choses. Un, c'est qu'on ait enfermé les jeunes et les enfants et qu'on les ait obligés à porter des masques et à avoir. Moi, je me souviens, j'ai des gamins qui étaient au lycée, hein, à cette époque-là, où d'ailleurs même collège et lycée, on a déménagé à ce moment-là. Ils sont arrivés dans un nouvel environnement et globalement, ils arrivaient dans un environnement où les nouvelles têtes, ils les voyaient pas, puisque tout le monde ouais. était caché derrière un masque. Hmm. C'est affreux qu'on mette des enfants dans ces conditions. Pour moi, c'est la plus grande honte de toute cette période. La deuxième honte, c'est qu'on les ait vaccinés. C'est-à-dire que, je veux dire, on savait que les gens qui mouraient avaient au moins 60 ans. Ouais, il y a eu sûrement des gens. Il y avait des malades aussi qu'il fallait vacciner parce que ils étaient plus exposés. Hmm. Mais globalement, on savait qui étaient les gens à risque. Ouais. Ceux-là, il fallait évidemment les vacciner, même si, pour être très honnête, j'ai quelques doutes sur l'efficacité du vaccin parce que il a été conçu sur une souche qui date de 2020, alors qu'il a été mis au point en 2021. Et on y reviendra du vaccin, parce que pour moi, c'est aussi un des trucs les plus surréalistes qu'on ait vécu. Mais si vous voulez, il y a eu un arbitrage de la société pour les vieux contre les jeunes. Et et je pense que ça en dit, c'est un des éléments majeurs de cette période. C'est l'arbitrage de l'âge contre l'âge. Ouais, c'était d'ailleurs le propos je me souviens de André Comte-Sponville, lui aussi électeur de Emmanuel Macron, et qui disait justement cette chose-là, que on était en train de sacrifier nos jeunes pour protéger quelques personnes en fin de vie ou avec des comorbidités, et qu'on était en train d'étouffer l'économie et d'endetter nos jeunes générations. Donc oui, je suis assez d'accord avec vous. Alors, Je... alors, Dites-moi. faut pas se méprendre, hein. Il faut protéger les gens fragiles. C'est pas, soyons clairs. Mais il faut le faire avec intelligence. Faut pas. Ouais, Non, on a mais on carrément est. fermé la société, quoi. On a fermé Oui, mais je pense que l'économie. ça en dit long sur l'exercice du pouvoir actuel. C'est-à-dire que on est dans un exercice du pouvoir qui est basé sur de la communication, et on l'a vu. On l'a vu, tous ces 2 mois qui étaient complètement surréalistes, où tous les jours on égrenait le nombre de morts et de malades. Pour moi, Ouais, c'est c'est fabriquer le traumatisme. C'est-à-dire que c'est quelque part le gouvernement s'est donné un bâton pour se faire battre. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de calmer le jeu, ils ont en fait renforcé le problème et la population a été encore plus traumatisée. Et ça a conduit la population à finalement à se replier sur elle-même pendant 2 ans. Hein. Moi, je l'ai vu parce que évidemment, dans le monde du cinéma, on a vu ce qui s'est passé. Je veux dire, les cinémas ont rouvert si je me trompe pas, en juin 2021, mai-juin 2021, mais les gens sont pas revenus. C'est-à-dire ouais, et puis que on avait même des gens qui réclamaient, pardonnez-moi, des mesures liberticides. Les gens réclamaient ces mesures-là. bien sûr, en fait, Hum, ça a été le gouvernement par la peur. hum, Et on a vu, et ce qui est le plus frappant, je trouve que le gouvernement par la peur, le plus frappant, ça a été la réaction des intellectuels. Pour moi, la caractéristique de cette période, c'est le, c'est le refus des intellectuels de critiquer. C'est-à-dire qu'il y a eu une adhésion, pas unanime, mais quasi unanime, à une doxa. Et ouais, c'est donc, il n'y avait ça. Et pas de puis, remise en question. Pas de on remise a en vu question.
Mais c'est clair, et on a vu le sort qui était réservé, alors peu importe ce qu'on pense d'eux, mais du professeur Perron ou du professeur Raoult qui ont été vilipendés, c'était une chasse aux sorcières, c'était un truc incroyable, quoi. Et Oui, il y ça avait pas de continue. et ça continue, et il Ça n'y avait pas de continue. débat rationnel. Je veux dire, moi, je suis pas habilité à dire qui avait raison, qui avait tort, mais ces gens-là, on devait entendre, ce sont de grands professeurs, on devait entendre leur voix, sans forcément dire qu'ils avaient raison sur tout. Mais voilà, ça méritait un débat avec ces gens, ça méritait pas de les vilipender médiatiquement et politiquement comme ça a été fait parfois. Donc ouais, c'est symptomatique. C'est pour ça que je parle de ça, de ce que vous dites en fait. Vous avez raison. Ben, en fait, on a été, enfin, on a été à l'inverse de la démarche scientifique, c'est-à-dire la démarche scientifique, c'est de contester, c'est-à-dire Ouais, c'est de remettre en question, c'est de dire ce que je sais en fait est probablement faux. Je veux dire, si on était resté au lieu de Newton en disant maintenant ça y est, on sait ce qu'il en est, c'est pas la peine d'aller plus loin, eh ben il y aurait pas de mécanique quantique, ni de relativité, ni tout ce qui a suivi. Donc, voilà, on est dans une et c'est ce qui a failli arriver à de nombreuses reprises, parce qu'il y a toujours une résistance de la société à des idées qui sont perturbatrices. Et franchement, enfin, si vous avez regardé ce que c'est que la mécanique quantique ou la relativité, c'est très perturbant. Très perturbant. mm. Intellectuellement, c'est très perturbant. Il faut vraiment travailler avec d'obstination pour accepter l'idée que c'est possible. Parce Ouais, que c'est totalement contraire à l'expérience empirique. ouais, Donc, c'est très euh, contre-intuitif. Ouais, voilà. Et or là, on a enfermé la société dans une nasse, et même les plus intelligents se sont retrouvés, enfin, ceux qui sont théoriquement en tout cas les plus instruits plutôt que les plus instruits se sont retrouvés à défendre des idées complètement stupides. Moi, je me suis pas moi fâché, mais des gens se sont fâchés avec moi parce que je questionnais des points qui me paraissaient évidemment critiquables. Et ouais. donc, il y a des gens qui m'ont définitivement retiré de leur liste d'amis. Je Ouais, c'est n'existais pareil pour plus. moi. Des amis proches, juste pour aller dans votre sens, juste parce que j'émettais quelques doutes sur le vaccin et que, étant un jeune homme en bonne santé, je voyais pas l'intérêt de me vacciner et je voyais pas du tout. Alors là, c'était encore pire. J'avais un veto total sur le fait de vacciner mes enfants. C'était hors de question. J'ai perdu des amis effectivement pour ces raisons-là. Vous avez raison. Je voulais juste vous orienter tant qu'on en est là sur cette hystérie collective. Hein, je suis d'accord avec vous, avec tout ce qui s'est passé. Effectivement, je vois pas comment on pourrait contester ça. On a vu cette doxa s'imposer à nous, cette culture de la peur. Et je voulais savoir quel était le lien entre cette doxa et entre le fait que les gens ont eu très peur et l'affaissement en fait de nos services hospitaliers. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux selon vous? Non, je pense pas qu'il y ait de lien. Je Hmm. pense qu'ils sont tous les deux le reflet d'une situation. C'est-à-dire que je pense que l'affaissement, c'est pas seulement des services hospitaliers, je pense que c'est l'affaissement des services publics en général. Enfin, moi, j'enseigne un peu au sein de l'éducation nationale, donc je vois comment ça se passe. Euh, et je vois un peu partout. Je veux dire, un de mes fils s'est fait piquer sa carte d'identité. Il a fallu 3 mois pour en avoir une, ce qui pour moi est invraisemblable. Enfin, je veux dire, il faut l'imprimer, quoi. Ça prend une semaine si vraiment on veut prendre des précautions. Ouais. Donc on a un affaissement global des services publics qui est lié, je pense, à une paresse généralisée. Moi, Ouais. je suis très critique sur la société. Je pense qu'on est une société qui est devenue paresseuse intellectuellement et dans le travail également. Je veux dire, les économistes font remarquer que la productivité française est en train de baisser. Moi, je pense que c'est tout ça fait partie de la même tendance. Et la doxa, c'est une paresse intellectuelle. Finalement, c'est un catéchisme qui est dicté par un gouvernement qui a pour des raisons X ou Y, qui peuvent être bonnes ou mauvaises. Hein. Je veux dire, maintenant, je veux pas. Chacun a ses motivations. Mais l'absence de critique, l'absence de considération des discours critiques est pour moi un signe de paresse. Un signe de paresse. Euh, et qui est propre à beaucoup de pays occidentaux. Enfin, je pense que c'est pas spécifique à la France, même si en France, on a été très loin dans le délire. C'est-à-dire que
je me suis refait, là, avant notre discussion, je me suis refait une liste de toutes les absurdités qu'on a pu faire en France. Il y a un article dans Die Zeit, journal allemand, qui parlait de l'absurdistan français. Mais on a quand même inventé des trucs délirants. Enfin, l'auto-certification, je sais plus comment on appelait ça, les attestations, voilà, les auto-attestations, c'est quand même un truc incroyable. C'est-à-dire, je m'autorise à sortir. Euh, on pouvait prendre le métro, mais pas le train. On pouvait manger assis, mais pas debout. Enfin, moi, j'ai un souvenir en particulier qui est pour moi un des trucs les plus surréalistes. Mes gamins étaient jeunes, enfin, mes derniers étaient jeunes, et on est allé à la montagne et ils ont voulu faire de l'acrobranche. Donc, on est à l'acrobranche et comme on n'était pas à ce moment-là vaccinés. Moi, j'ai été parce que j'étais obligé de voyager, donc j'avais pas vraiment le choix. Parce que diriger un groupe sans pouvoir voyager, c'est compliqué. Euh, et ben c'est très simple. On était en pleine montagne, et en fait il y avait une barrière. Il y avait à l'intérieur les enfants parce qu'ils étaient exemptés et ceux qui étaient vaccinés, et à l'extérieur les gens qui n'étaient pas vaccinés. On était en pleine nature. Donc Ouais. en réalité, cette période a été une période où on a imposé à la population des mesures les plus absurdes les unes que les autres. Moi, j'ai également ce souvenir qui est, quand on y repense, on se demande quel esprit malade a pu inventer ça. Il y avait une carte de Paris en indiquant dans quelle rue il fallait mettre un masque et dans quelle rue on pouvait ne pas mettre un masque, ce qui Ouais. est objectivement totalement surréaliste. C'est Ouais, totalement je me souviens. surréaliste. Mais quand on fait la somme de tout ce qui a été inventé comme stupidité, moi, ce qui me fascine, c'est qu'il n'y a pas eu de révolte généralisée. Hein. Et en fait, c'est la peur. Mais c'est ça, c'est ce que C'est je la disais, peur. c'est que les populations ont été dominées par la peur. Et d'ailleurs, c'est ce qui est assez flippant. On dirait que les démocraties ont perdu foi en elles et qu'elles ont perdu foi en le fait qu'elles soient en pointe dans les domaines de la science, normalement. En ce sens que les démocraties ont eu exactement les mêmes réactions, alors peut-être avec un peu plus d'humanité parfois que la Chine, mais les pays occidentaux, les pays démocratiques, les pays libéraux ont eu les mêmes réactions face au Covid que les pays les plus totalitaires au monde, et ça c'est quand même impressionnant. Euh, et moi, je me dis qu'il y a peut-être une perte de confiance des Occidentaux. Alors, on le voit à divers niveaux. Hein. On voit que les Occidentaux sont très mal à l'aise avec leur civilisation. On les fait douter à tous les niveaux. Donc, je pense que c'est un élément du dossier. Peut-être pas un élément principal, mais c'est un élément du dossier. Et puis, il y a un autre élément, c'est la baisse la baisse de l'instruction en France, la baisse du niveau, parce que c'est quand même quelque chose qu'on voit. C'est-à-dire que les gens n'ont plus d'esprit critique ou très peu. Et même les personnes les plus intelligentes, vous le disiez, en tout cas les plus instruites, celles qui nous sont présentées dans les médias comme les plus instruites et les plus intelligentes, eh bien, avec très peu d'esprit critique en fait. Elles sont rentrées très vite dans le rang de la religion du Covid. Et du coup, bah, ma Moi, question, je vois c'est... ceux qui ont été les plus critiques, c'était des scientifiques type mathématiciens, physiciens, des gens comme ça, ou Ouais, bien des philosophes, certains philosophes. ouais, Comte-Sponville, c'est un bon exemple, qui a été ouais. critique. Il n'a pas été très, très critique, mais il a été quand même un petit peu critique. Hmm. C'est le profil des gens qui ont été critiques. C'est-à-dire des gens qui ont une approche, qui ont une approche critique. Voilà. Ouais. Et donc, Et puis à côté de ça, juste euh, pour faire un parallèle, on a eu des Raphaël Enthoven, qui est pas forcément un grand philosophe, mais qui est quand même très en vue, qui nous a sorti des absurdités du type trop de liberté, eh bien finalement c'est le totalitarisme. La liberté absolue est le contraire de la liberté. Des espèces de ouais. sophismes comme ça pour justifier le pass La guerre, c'est sanitaire. la paix. La guerre c'est la paix. On était en plein délire orwellien, on est d'accord. Ah oui, Mais, non, mais 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 ce que, et donc pour revenir sur la question tout à l'heure, il y a cette paresse, ouais, et je pense qu'il y a un paresse au niveau des gouvernements. Et enfin, c'est pas vraiment de la paresse, parce que je suis sûr qu'ils travaillent beaucoup. J'ai vu comment ça fonctionnait, j'ai été dans un cabinet ministériel, je vois bien comment ça fonctionne. Je pense qu'il y a un manque de courage. Et ouais, aujourd'hui, objectivement, avec le recul, un gouvernement honnête devrait dire on s'est trompé. ouais.
c'est pas honteux de se tromper. Enfin, moi, je veux dire, j'ai pas de problème à dire, je me suis trompé sur un certain nombre de sujets dans le management de mon groupe, par exemple, j'ai fait des erreurs. Voilà, on fait des erreurs, c'est normal. Ouais, Euh, mais il faut pointer le doigt sur les erreurs et essayer d'éviter de les reproduire. Or, je vais être très honnête, si demain il y avait un virus, même un tout petit peu plus méchant qui nous arrivait, on retomberait dans les mêmes errances. Alors que dix ans auparavant, il y avait des plans qui avaient été élaborés sur qu'est-ce qu'il fallait faire en cas d'épidémie. Rien n'a été suivi. On a improvisé. Et ça en dit très long sur la gouvernance actuelle, qui est une gouvernance d'improvisation. On le voit avec les agriculteurs. En fait, ils ouais, improvisent. Ils improvisent en permanence. C'est-à-dire qu'il y a un événement, on réagit à l'événement. Il n'y a pas ouais. d'anticipation, Ben, c'est ça, il y a quelque chose. il y a pas Oui, de il y a quelque chose. planification, il n'y a pas de préparation. J'allais y venir et justement, bah, ce serait bien de vous faire réagir là-dessus. C'est que, en fait, on voit et la crise des agriculteurs nous rappelle ça. Il y a même des agriculteurs qui l'ont clairement dit. Et c'est ce que je vois moi perso depuis longtemps, c'est qu'on n'a plus en fait on n'a plus de gouvernement, mais même les gens, mais voilà, le gouvernement n'a plus de vision à long terme. C'est-à-dire, comme vous dites, on gouverne à vue. Et puis, ce sont des gens qui n'ont plus de vision du tout. C'est-à-dire qu'on administre en fait, on gouverne plus, on ne dirige plus, on administre on administre au quotidien. Et forcément, bah, quand vous n'avez pas de vision à long terme, voilà, vous êtes soumis, comme diraient les anciens philosophes, vous êtes soumis à la fortune. Voilà, Dieu seul sait dans quelle direction on vous amène, puisque vous ne choisissez pas votre direction. Et quand vous ne choisissez pas votre direction, bah, il n'y a pas de vents qui vous sont favorables, parce que vous savez pas où vous allez. Ah non, mais nos Et gouvernements sont soumis à la fortune. Et donc ouais, les populations aussi. On n'est plus dans une période où les gens se donnent le temps de la ouais, réflexion, sont capables de dire attendez, euh, on comprend que vous soyez pas content, mais c'est pas un truc qui se traite en 15 jours. Et donc là, ils essaient de traiter à chaud des problèmes. Et en fait, la seule manière qu'ils savent utiliser pour traiter à chaud, c'est de payer. Le Covid, finalement, ça a été ça. On paye. À chaque fois qu'il y a un problème, on paye. Et on est en train d'arriver au bout de cette méthode, puisque bah, la dette est devenue, je pense qu'on est vraiment proche de l'insoutenable en termes de dette du pays. Il y a un moment où ça va devenir très tendu. Il y a un moment où, et c'est toujours, enfin dans le monde financier que je connais un petit peu, hein, parce que je l'ai pratiqué. Euh, il y a un consensus qui dure, qui peut durer. Tu sais, c'est comme les dessins animés avec ces personnages qui sont au bord du vide et qui continuent à marcher. La finance, c'est un peu comme ça. C'est tout le monde marche au-dessus du vide et tout le monde se congratule sur le fait que ça va très bien. Et puis il y a un moment ouais. où tout le monde réalise qu'on est au-dessus du vide. Et là, ça se passe très mal. Et je crains que pour notre pays, ça, ça se termine comme ça. Donc aujourd'hui, la méthode des gouvernements, c'est d'arroser. C'est d'arroser. Il y a un problème, on arrose. On voit, ils viennent de mettre 400 millions d'euros pour les agriculteurs, en espérant, en espérant que ça va calmer le feu. Ce qui a pour l'instant pas l'air d'être le cas. Le Covid, ça a été pour moi un truc invraisemblable. Alors le premier confinement, c'était déjà invraisemblable. Il y a un certain nombre de pays qui n'ont pas été dans telle extrémité, la Suède par exemple. Euh, mais le deuxième confinement, pour moi, c'est une erreur absolue. C'est-à-dire que c'est là, on voit noir sur blanc l'incapacité des gouvernements modernes de tirer les leçons de la réalité. C'est-à-dire que on s'enfonce dans des pratiques qui sont des pratiques erronées, mais on ne veut pas en changer parce qu'on a peur de se déjuger. Et le résultat, c'est une dette qui a explosé. C'est des gens qui ont reçu de l'argent qu'ils n'auraient pas dû recevoir. Ouais. Je vois, il y a des sociétés, juste parce que les aides étaient calculées sur le chiffre d'affaires, qui ont reçu des sommes invraisemblables par rapport à la réalité de leur activité. Et à l'inverse, le groupe que moi je dirigeais, on s'est retrouvé tout nu parce qu'on ne correspondait pas aux critères. Donc on est dans des situations où on arrose de manière complètement aveugle. Sarkozy a fait la même chose après la crise de 2008. C'est-à-dire qu'on a des gouvernements et c'est pas seul Macron, c'est pas je veux pas montrer du doigt. Je pense que c'est une classe à la fois une classe politique mais aussi une classe de hauts fonctionnaires
qui aujourd'hui a plus le courage de dire non, non, attendez, maintenant il faut qu'on bosse un peu. Ouais, c'est Donc, vrai, c'est et le système est devenu tellement compliqué en plus, c'est-à-dire que la réalité du terrain, c'est que c'est devenu très compliqué. On a une accumulation de règlements, de lois qui fait que je pense que l'exercice du pouvoir est devenu très compliqué, très difficile. Et donc, il se réfugie dans des mesures faciles qui consistent à arroser. Et le ouais, le Covid, pour problème, moi, c'est que c'est le symbole. On s'est endetté d'une manière phénoménale sur cette période, ouais. alors que c'était pas nécessaire. Bah, il y avait plein de groupes qui pouvaient se retourner eux-mêmes. Et puis, il y a cette notion de Nassim Nicolas Taleb, je sais pas si vous le connaissez, c'est un statisticien également, qui nous explique que eh bien plus l'État couve et chouchoute sa population et ses entreprises, et plus il les affaiblit. C'est-à-dire que Bien sûr. si les entreprises, elles savent que lors d'une pandémie, on va les arroser, à quoi bon essayer d'avoir des reins plus solides pour la prochaine pandémie? On va continuer business as usual, on va continuer comme c'était, et puis l'État nous arrosera à nouveau quand on aura besoin, parce que l'État ne peut pas se permettre à ce qu'on coule ou ce qu'on ferme. Et des fois, il faut laisser les gens un petit peu se confronter face aux difficultés ou les entreprises pour être plus fortes. Alors évidemment, il ne s'agit pas de dire qu'il fallait laisser tout le monde à l'abandon, laisser tout le monde crever. Mais comme vous l'avez dit, il y a des entreprises qui, moyennant quelques sacrifices, pouvaient se retourner, pouvaient faire des choses. Et puis effectivement, il y avait des entreprises qui auraient fermé. Celles-là, il fallait évidemment les aider. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais voilà, il y a de grandes entreprises qui méritaient pas ces aides et qui auraient pu justement se renforcer d'une telle crise et prendre des dispositions à l'avenir qui auraient empêché le fait que l'État soit obligé d'intervenir financièrement Non, à mais chaque fois. la leçon était aussi d'arrêter de fermer. On a bien vu que Aussi. fermer, ça servait à Ouais, rien. Ça ouais, servait à rien. Donc, et, 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 et le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de raisonnement. En fait, derrière, il n'y avait pas de scientifique. Hein. C'est-à-dire que le problème de fond, c'est que derrière toute cette crise sanitaire, il n'y avait pas de scientifique. C'est-à-dire qu'il n'y ouais. avait pas de véritables scientifiques qui font des calculs, qui regardent sérieusement ce qui se passe. Et donc, euh, et donc, c'était sur des raisonnements intuitifs, sur des raisonnements, sur des coins de table. Et je Ouais, pense d'ailleurs, qu'en qu'ils ont est-il improvisé en de... permanence. Ils ont improvisé. Ils ont improvisé. Ouais, c'est ça. Mais du coup, qu'en est-il de justement, ce comité scientifique qui avait été nommé par Emmanuel Macron? Comment ça se fait que ce comité enfin, c'était des scientifiques quand même, en tout cas des médecins. Comment ça se fait que ces gens n'ont pas réussi à aider le gouvernement à piloter correctement? Qu'est-ce qui les a aveuglés à ce point-là, ces D'abord, je scientifiques-là? pense je pense qu'ils se sont fait manipuler. Première chose, c'est-à-dire que ils n'ont pas, je pense qu'ils n'ont pas été totalement écoutés. Et puis par ailleurs, c'était des notables. Ouais, Le problème des notables, c'est que ils ont envie d'être considérés, ils ont envie de continuer à participer au jeu. Donc ouais. c'est très dangereux les notables. Voilà, il aurait mieux valu des gens un peu moins connus, mais qui sont et probablement un peu plus jeunes, donc qui ont envie d'en découdre, plutôt que des gens installés qui sont là pour défendre leur statut. Ouais. Voilà, je veux dire, maintenant, j'ai pas regardé de près le fonctionnement parce que je pense qu'on le connaît pas, le fonctionnement de ce conseil scientifique, mais je pense que c'est comme l'ONU, c'est un machin. C'est Hum, un hum, machin. En fait, le hum. gouvernement fait ce qu'il veut, fait ce qu'il pensait vouloir faire, et puis c'est assis sur toutes les remarques que les gens pouvaient lui refaire. Enfin, je veux dire, c'est voilà, c'est. Mais il y a eu des. Je veux dire, je ne critique pas toutes les maladresses. On Ouais, a le droit d'être maladroit, on a le droit de faire des erreurs. ouais, Mais trop, c'est trop. Trop, c'est ouais. trop. C'est-à-dire qu'il y a là, il y a une telle accumulation de bêtises que moi, je suis très étonné que personne ne revienne sur cette période en disant ça dénote d'un dysfonctionnement majeur de notre société. Et pour moi, c'est une période symbolique, c'est une période de rupture qui, à mon avis, met à nu les difficultés de notre société actuelle. Je pense que ça met à nu nos faiblesses. Le Et fait à quoi que, oui,
Non, juste à quoi vous reliez pour du coup aller dans votre sens et puis en même temps avancer un peu. À quoi vous reliez vous cette acceptation de la population de privation de leur liberté ou voire même à un moment il y a eu quand même, enfin je l'ai vécu parce que j'ai pas été vacciné, un semi-régime d'apartheid quand même où on était là Ah quand non, même c'est pour pas un faire semi-régime chier. d'apartheid, c'était un régime d'apartheid total. Ouais, c'est ça. Enfin, pour Et moi, on n'a pas parlé du pass sanitaire, mais pour moi, le pass sanitaire, outre le voilà. fait il était complètement inutile, puisque très tôt, on a su que ce pseudo-vaccin, en fait, n'empêchait pas la contamination, ça n'empêchait pas d'être malade, et à la fin, on a même, ça n'empêchait pas de mourir. Donc, donc très tôt, on a su que en fait, c'était pas, voilà. Donc le concept même de pass sanitaire, c'est consiste à dire si vous n'êtes pas vacciné, vous devez rester un peu à l'écart. Tout est faux. Tout est faux. Puisqu'en fait, si ce vaccin fonctionnait, ce sont les gens pas vaccinés qui étaient menacés, pas ceux qui sont vaccinés. Donc il n'y Ouais, avait pas de raison de sanction. Enfin voilà, c'était. Et donc je pense que c'est également symptomatique d'un état de la société. C'est-à-dire, je pense qu'on en est revenu. Enfin moi je, 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 à l'époque, j'ai regardé les lois anti-juives de 1940 et 40, 41, 41, je crois. Et puis vous regardez les interdictions du pass sanitaire, ça colle, ça ouais, colle. Alors, je suis pas en train de dire que c'est la même chose, mais la réaction est la même. C'est-à-dire, on met à l'écart des gens parce qu'ils sont pas dans ils sont pas dans le droit chemin. ouais, Euh, Moi, à l'époque, j'ai écrit un mémoire assez détaillé au Conseil constitutionnel, qui, à mon avis, l'a pas lu. ouais. J'avais quand même bien bossé sur le sujet. Il y avait une bonne trentaine de pages pour démonter ce truc. Ça n'a aucun sens. Et accessoirement, c'est contraire à toutes les valeurs de la République. Enfin, c'est liberté, égalité, fraternité. Privation de liberté, pas d'égalité entre les citoyens. Et en matière de fraternité, quand on traite les gens de cette façon, là, faites-moi rire. Donc on est, et je comprends même pas que le Conseil constitutionnel se soit couché à ce point. Ouais. C'est invraisemblable qu'ils aient laissé passer un truc pareil. Et ce qui est très inquiétant, parce que ça veut dire que demain, parce qu'on estimera que ce sont des bonnes raisons, on pourra faire la même chose que ce qui s'est passé en 1941. C'est-à-dire que aujourd'hui, parce que la peur a guidé les esprits, les gens ont perdu leur boussole. Ils ont Ouais, perdu c'est leur ça, principe. Ils ont perdu c'est leur ça. principe. Il y avait des principes à ne pas transgresser. Et là, je pense qu'on les a transgressés allègrement. Et Ouais. moi, je me suis vacciné. Je me suis fait vacciner. Bon, d'abord, j'avais 60 ans, enfin, un peu plus de 60 ans. Bon, donc j'étais plutôt dans la catégorie à risque, on va dire, même si personnellement, j'y croyais pas, parce que j'avais déjà été malade une fois, donc a priori, voilà, j'étais passé par là. Euh, mais surtout parce que j'avais pas le choix. Je veux dire, quand on dirige un groupe qui est dans 20 pays, on est bien obligé de voyager. Donc, c'était la condition sine qua non. Mais même ça, moi je Mais le l'ai pas reste, vécu, mais ça doit être hyper violent en fait de se sentir obligé de faire entrer un corps étranger en soi. Et en fait, on nous enlève toute capacité de choisir parce que vous n'avez pas le choix en non, fait je vais du vous coup. dire, moi, je suis hyper vacciné de partout. C'est-à-dire que j'ai évidemment les vaccins obligatoires, mais comme j'ai fait mon service militaire, j'ai eu ceux auxquels on a droit au service militaire. J'ai voyagé beaucoup dans le monde. J'ai vécu en Amérique latine, j'ai vécu en Asie. Donc, je suis allé dans les zones impaludées, je suis allé dans les zones. Donc, j'ai été vacciné contre la fièvre jaune, contre tout un tas de trucs, les hépatites, bien avant qu'on vaccine tout le monde contre l'hépatite. C'est pas mon problème. Enfin, je veux dire, voilà. Mon problème était plus un problème d'éthique. C'est-à-dire que il y a un problème d'éthique sur ce vaccin. C'est un produit qui a été développé en quelques mois avec des techniques complètement nouvelles qui avaient jamais été éprouvées. Ouais, C'est pas un vaccin. Soyons clairs, ça n'est pas un vaccin au sens où, oui, il a pour vocation de créer une réaction contre créer des anticorps, mais c'est pas ce qu'on connaissait des vaccins. C'est pas et donc pour moi la doxa a été terrible parce que moi j'ai rappelé quand même à quelques personnes que les vaccins c'est pas un truc anodin. Je veux dire les vaccins, il y a des vaccins qu'on a été obligé d'abandonner parce que
ça avait conduit à des catastrophes. Il y a un vaccin contre la grippe H1N1 qui a conduit des enfants à la narcolepsie. La Suède a arrêté le truc. Je veux dire, aux Philippines, on a vacciné, je crois, je sais plus combien d'enfants. Il y a eu 600 enfants qui en sont morts contre la dengue. Donc le vaccin, c'est pas un truc, c'est pas juste un produit qui est duplicable à l'infini. C'est un médicament comme un autre. Voilà. Et un médicament, on a des règles de fonctionnement sur le médicament. Le médicament, il passe par un certain nombre d'étapes. Et tant qu'on n'a pas passé ces étapes, on n'a pas le droit de commercialiser un médicament. On a transgressé toutes les règles parce que l'hystérie collective a été telle qu'on s'est dit, c'est pas grave, on laisse de côté les règles qu'on a mis en place et on fait n'importe quoi. Parce que je considère qu'on a fait n'importe quoi. Et après ça, on met une marmite sur le truc en disant, la pharmacovigilance, je veux pas savoir, les effets secondaires, ça n'existe pas, alors qu'il y en a plein. Je veux dire, c'est aujourd'hui, il suffit d'aller consulter les bases de données de pharmacovigilance pour voir que ces vaccins ont eu des conséquences importantes. Et c'est là où la vaccination des jeunes, pour moi, est un crime. C'est un crime. Parce que on ne vaccine pas des gens qui en ont pas besoin. Donc, qu'on vaccine des gens âgés, je veux dire, moi, ma mère de 92 ans, qu'elle soit vaccinée, ok, très bien, c'est normal, je veux dire, il y a même pas une question. Moi, la question se posait, je l'ai fait, j'ai pas de regrets, même si j'ai eu quelques effets secondaires désagréables, qui perdurent un peu, euh, mais, euh, mais des jeunes, invraisemblables. Alors que ce produit était un produit totalement nouveau sur le plan conceptuel, de sa conception, qui était un produit qui n'avait pas suivi l'ensemble des batteries de tests. Je trouve incroyable on est même allé jusqu'à vacciner des bébés. Enfin, c'est n'importe quoi. On est dans un monde qui a complètement refusé d'exercer son intelligence. Alors c'est un sujet connexe, c'est pas forcément le sujet de la vidéo, mais est-ce que pour vous il y a comment dire un lien entre cette hystérie collective qui a eu, on l'a vu, de nombreux effets nocifs et justement la perte de religiosité qu'on a en Occident, en tout cas pour la majorité de la population, même si par ailleurs on a un islam qui est très vif et très vaillant, il est encore minoritaire. Là, on a des gens qui ont peur de la mort parce qu'ils ont plus ils ont plus comment dire, d'illusions rassurantes quant à la mort, justement, parce que il y a effectivement le transhumanisme qui nous promet de vivre éternellement, ces choses-là, mais ça, c'est encore très abstrait pour beaucoup de gens. Il y a que peut-être des gens qui s'intéressent à ça, mais la plupart des gens, en fait, ne croient plus trop en Dieu, ils Il vont y a plus aller. sûrement, ouais, il y a sûrement un phénomène sociétal qui a diverses composantes et probablement que la disparition progressive de l'esprit religieux est une des composantes. Est-ce que ça veut dire que les gens ont encore plus peur de mourir à cause de ça? Je ne saurais pas dire. Moi, je suis athée depuis toujours et c'est pas ma vision du monde. Donc, je suis pas sûr qu'il y ait. Non, je pense que c'est l'évolution de la société vers la consommation, vers la jouissance immédiate. Pour moi, la baisse de la natalité est plutôt est proche de ce phénomène de peur de la mort. Et je pense que là, à mon avis, il y a plus de liens entre la baisse de la natalité et la peur de la mort. Ouais, C'est-à-dire que les gens vivent dans l'instantané. Ils veulent vivre dans ouais. l'instantané. Et avoir des enfants, c'est une contrainte. Et donc, comme on veut plus de contraintes, on veut pouvoir jouir sans entrave, comme on disait en 68, même si il y a un reflux de l'esprit 68 art, fondamentalement, cet état d'esprit s'est installé. C'est-à-dire, on veut profiter de la vie et puis toutes les contraintes, on n'en veut plus. Ouais, il y a plus de contraintes, plus de notions également de sacrifice, pas forcément au sens voilà le plus lourd du terme, mais au Mais sens où le paradoxe, c'est que les gens ont accepté des contraintes invraisemblables pendant cette crise. C'est-à-dire c'est un contraste absolu. Alors, est-ce que c'est justement la peur de la mort qui a fait que les gens ont surréagi, été prêts à accepter n'importe quoi? C'est très possible. C'est très mais c'est ça, possible. les gens sont prêts, enfin en tout cas dans mon entourage, je l'ai vu, les gens sont prêts à se sacrifier très fort pour eux-mêmes, c'est-à-dire pour ne pas mourir, pour ne pas être trop malade, pour pouvoir aller au restaurant, pour voilà, les gens étaient prêts à se sacrifier, à faire des concessions sur leur liberté ou sur leur capacité à choisir pour eux-mêmes,
Mais pour autant, on en parlait tout à l'heure, on n'a pas vu d'électorat par Monsieur Comte-Sponville et puis peut-être deux trois personnes comment dire dans cette voie-là. Mais la plupart des gens se foutaient que les jeunes allaient se prendre une dette incommensurable sur la tête, se foutaient que la société était complètement bâillonnée et que les gamins, on le voit aujourd'hui, il y a une On explosion payera des cher, problèmes hein. psychologiques chez eux. Voilà, on est en train de payer ça très cher et il n'y avait pas de capacité de sacrifice à ce niveau-là, en fait. C'est-à-dire qu'on, quand on se sacrifie, effectivement, c'est pour sa propre jouissance, pour son propre confort, mais on se sacrifie pas pour les autres, effectivement. Donc la fraternité Et c'est avait ce que je disais effectivement au début, il y a eu un arbitrage disparu. de la vieillesse contre la jeunesse. Un Ouais, c'est arbitrage de ça. la vieillesse contre la jeunesse. Et je trouve ça très inquiétant pour des sociétés. On voit l'évolution de la société japonaise qui vieillit. Hein. Le vieillissement de la société conduit à une évolution sociétale qui est très préoccupante. C'est-à-dire que c'est Ouais. la peur de l'avenir, c'est la peur des risques. On est dans une société qui sont de plus en plus Ouais, frileuses. ouais. Ouais, ouais, bah, Je pense que beaucoup. la réaction à cette épidémie, pour moi, est typique Ouais. de cette frilosité. Ouais. Eh bien, on a fait un bon tour de tout cela. Est-ce qu'il y avait des sujets que vous souhaitiez aborder encore, Monsieur Mizrahi, des sujets qu'on n'aurait pas encore abordés et que vous souhaiteriez aborder, ou est-ce qu'on a fait le tour? Non, je pense on a fait un tour assez complet. Je veux dire, Ouais. il y a quand même un sujet, c'est l'absence de débat contradictoire. Ouais. C'est-à-dire, on a évoqué la question. Moi, ce qui m'a frappé, et on le voit encore aujourd'hui sur d'autres sujets, hein, qui sont des sujets de catéchisme, l'absence de débat contradictoire. Ouais. C'est-à-dire que dès que quelqu'un a une voix qui diverge, il est montré du doigt. Alors au début, ça a été intéressant d'ailleurs. Au début, on appelait les gens des complotistes, et puis après ça, c'est les antivax. Quelle que soit la critique que vous pouviez formuler, hein, c'est même qui Ouais. n'avait rien à voir avec le vaccin, vous étiez un antivax. Donc aujourd'hui, on, il y a une réaction globale qui consiste à mettre un tampon sur la tête de quelqu'un, histoire de lui retirer la pertinence de sa parole. Ouais, et puis on Euh, voit que le Conseil d'État appuie cela. On voit avec ce qui se passe par rapport à CNews, même si j'affectionne pas particulièrement CNews, non, moi non plus. on voit bien que là où on glisse, ça commence à devenir très dangereux. C'est-à-dire que bah il y a un espèce de petit monde médiatique qui se dit, eh bien, la parole qui n'est pas la nôtre n'est pas légitime et on veut l'étouffer. Ça fait peur. Ah, complètement, complètement. Ouais, ouais. Donc on est là-dedans. Eh bien écoutez, ce sont des évolutions à suivre. En tout cas, merci pour le temps que vous nous avez consacré aujourd'hui pour avoir une Merci à parole vous. critique face à ce Covid. Et puis où est-ce qu'on peut retrouver éventuellement des écrits que vous avez formulés sur ce sujet? Et je les mettrai en description. Mais Moi, s'il y a d'autres je les ai mis. Il faut revenir sur Facebook. C'est là-dessus que j'écrivais. C'est là sur où j'ai votre stocké profil. mes Ouais. analyses. Donc, il faut revenir en Ok. 2020, 2021, surtout 2020, 2021, 2020, un peu 2022. D'accord. Là, j'ai pas mal écrit. D'accord. Eh ben écoutez, c'est parfait. Et du coup, ben, j'incite tous ceux qui veulent aller plus loin, eh bien, allez voir sur le profil Facebook de Monsieur Mizrahi et allez voir dans les années qu'il vous indique. Et puis voilà. Et puis je vous remercie à nouveau. Et puis merci pour votre soutien également parce que vous avez soutenu la chaîne et c'est très important. Merci à vous, Monsieur Mizrahi. Je vous souhaite une excellente journée. Merci. À bientôt. Bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.